Et vous allez voir, du point de vue du patient, tout ce qui a été dit ce matin tourne autour de la décision de faire ce qu'on disait déjà en septembre 99 dans le BMG, adopter le partenariat avec le patient. Alors, les patients partenaires, c'est nous tous. Et j'avais espéré que j'allais pouvoir... parlons des conditions gagnantes nécessaires pour que les patients soient considérés comme des partenaires et pour que les partenaires réussissent. Et comme je le disais tout à l'heure, les deux vont ensemble. Bon, évidemment, la première chose dont on parle depuis le début, c'est l'idée qu'on doit révéler les diverses dimensions. Ces dimensions qui relient les patients et les cliniciens. Ces dimensions ne se limitent pas aux cliniciens et aux patients dans leurs propres soins, mais l'idée que les patients puissent devenir des copartenaires, des co-constructeurs de contenu. Ils sont déjà des constructeurs de leur propre santé. Et on ne peut trop insister là-dessus. C'est déjà le cas. Comme on vous l'a dit, je suis soignant naturel depuis 25 ans et je suis devenue patiente à temps plein il y a 5 ans. Le temps, l'énergie, les règles à suivre pour les médicaments et toutes les choses, la liste est sans fin, font de moi un co-constructeur de ma propre santé. Alors, c'est à partir de cette base-là. Il ne s'agit pas tellement de discuter, mais de le considérer comme un point de départ. Bon, si on essaie de voir maintenant quels sont les critères dont on a besoin pour faire des patients des partenaires. Car il me disait, par exemple, qu'il faut des critères de sélection. Un des problèmes qui a été soulevé auparavant, c'est que les patients tendent à ne parler que de leur propre expérience de santé et de la qualité de la nourriture dans les hôpitaux et de divers autres sujets semblables. Et il y a eu un certain nombre de problèmes au Québec parce que depuis la fin des années 90, on a vu apparaître les comités d'utilisateurs ou d'usagers dans tous les établissements. Et la question s'est posée, est-ce que les patients qui participent au comité peuvent-ils être des partenaires? Parce que la défense des droits des patients devrait faire partie du partenariat. Mais comme ce n'est pas vraiment essentiel à leur... c'est que les patients veulent contribuer de façon constructive à la santé. Il faut pour cela respecter un certain nombre de distinctions, d'où la nécessité d'avoir des critères rigoureux de sélection. La troisième chose, c'est l'idée qu'il faut s'adapter aux besoins du patient ou des patients. Davantage de détails là-dessus dans une minute. Il faut pour cela une formation. Ça aussi, je ne peux pas trop insister là-dessus. Une formation pour les patients, mais aussi pour les cliniciens. Et il faut clairement définir les rôles et les responsabilités et assurer un leadership solide. C'est un drôle d'exercice. Mettre en liste les choses dont on a besoin, mais on pourrait les réordonner facilement. Le principal étant de retenir ici que ce sont les principaux éléments qu'il faut garder à l'esprit. Bon, quand on parle de partenariat avec le patient, il faut
parler de changement de paradigme. Si vous voyez quelque chose comme ça dans une salle d'attente de médecin, s'il vous plaît, ne perdez pas le temps du médecin en posant des questions. Vous transmettez le message que les questions du patient ne sont pas pertinentes et ne sont pas appropriées. Et on le voit d'ailleurs dans le système de soins de santé, entre autres parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes de temps et des contraintes de ressources. Mais c'est une perspective qu'il faut changer, une mentalité qu'il faut changer. Et il faut comprendre aussi que les patients ne sont pas que des consommateurs des services de santé. Les sondages sont excellents, les groupes de réflexion sont bons aussi. On peut interroger les patients, on peut les inviter à participer à des groupes de réflexion. Ils peuvent remplir autant de questionnaires qu'on veut, mais il faut aller au-delà, au niveau de la relation avec les patients. Et pas seulement leur demander leur point de vue, mais co-construire les établissements de santé de demain si on veut sérieusement parler de patients partenaires et de partenariat avec les patients. Et permettez-moi de citer quelqu'un pour montrer que c'est quelque chose qui peut être une réalité, pas seulement au Québec ou en Amérique du Nord, mais dans le monde occidental à tout le moins. Nous devons aller au-delà d'une relation monodirectionnelle et de la dichotomie entre nous et eux. Alors, on me dit que je dois accélérer. Ce ne sont pas tous les patients qui peuvent être des partenaires. Et les critères de sélection rigoureux ne signifient pas qu'il faut remonter jusqu'à l'enfance de tous les patients. Comme on le voit ici sur cette bande, cette caricature. Il faut surtout comprendre là où en est le patient par rapport à sa propre santé. Et donner aux patients l'occasion de devenir pas seulement un partenaire, mais un participant à part égale. Bon, l'accès universel, on peut en rire, mais moi, je suis en chaise roulante depuis quelques mois. Avant, je pouvais marcher, mais avec difficulté. Alors, avoir des réunions dans un local qui n'est accessible qu'en montant 3 niveaux de marche, c'est arrivé avec Alain, d'ailleurs. Ça arrive. On n'y pense pas. Mais ça peut être aussi simple que ça, des problèmes d'accès. Ou une réunion à 8h30. Si vous devez utiliser le paratransport, il faut être debout à 5h30 du matin. C'est difficile dans beaucoup de cas. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans pour nous. C'est un simple rappel qu'il ne faut pas oublier un seul des critères. Nous devons mettre de l'avant une formation mutuelle. Et la formation mutuelle signifie qu'on entre dans une véritable relation, qu'on parle un langage commun. J'aime beaucoup cette expression « personnaliser les chiffres ». Bon, on peut employer un jargon médical, mais finalement, il faut un langage commun, au fond, qui nous permet, en tant que patient, de travailler avec le système et à l'intérieur du système. Et pas l'un sans l'autre. Pour que cela arrive, il faut offrir un soutien. Nous, en tant que patients, nous, en tant que cliniciens, et nous, en tant qu'établissement de santé. Évidemment, nous avons déjà parlé un petit peu des rôles et des responsabilités. Je pense que les patients et les cliniciens ne peuvent que bénéficier d'objectifs clairs et de mesures clairement définies pour assurer
la réussite. Il ne suffit pas d'inviter un patient à la table. Excusez-moi si j'ai un petit peu le sentiment de me répéter, mais on ne peut pas discuter de ce sujet sans parler de la peur. C'est la réalité, finalement, du paradigme dans lequel nous fonctionnons. Les craintes sont très présentes. Elles sont inhérentes à la manière dont les patients sont vus par les médecins et dans la manière dont les cliniciens voient les patients. L'avènement de l'Internet n'a pas aidé, ou disons que a aidé au sens où ça a nourri les craintes. Tout le monde connaît le docteur Google et tout le monde s'inquiète lorsqu'il parle au docteur Google. Alors, j'étais à Memphis où il y a eu un séminaire du IPFCC et Bill Schwab disait pour que les patients soient considérés comme des partenaires, il faut une collaboration. Ce sont des choses simples, le respect mutuel des compétences et des connaissances. Et si les patients sont reconnus comme pro-constructeurs, leur connaissance tirée de leurs expériences doit être reconnue. Autrement dit, on reconnaît la complémentarité. Il faut une communication nette et claire, de la compréhension et de l'empathie, des objectifs mutuellement convenus. Et pour terminer, on peut parler des impacts ad vitam aeternam. On peut parler de la santé des patients et les conséquences pour le personnel et les cliniciens. On peut parler des impacts aussi du point de vue économique. Et il faut tenir tous ces éléments en considération en parlant des partenariats avec les patients. Merci.